J'ai tué mon frère ce soir-là, sous la pluie torrentielle qui fouettait les rues sombres de Paris, son corps encore chaud glissant entre mes doigts tremblants. Pas par un coup de folie passagère, mais par un calcul froid, forgé dans les abysses de la trahison qu'il m'avait infligée depuis des années. Et le pire, c'est que j'avais porté ces crimes comme un fardeau invisible, me sacrifiant pour un lien de sang que je découvrais à peine, jusqu'à ce que la lame de la vengeance tranche enfin le voile. Les catacombes, ces veines ossuaires de la capitale, exhalaient leur haleine de mort millénaire, tandis que je traînais son corps inerte plus profond dans les tunnels labyrinthiques. Pierre, mon frère caché, mon confident maudit, gisait là, les yeux vitres fixés sur moi comme une accusation muette. « Alexandre, avait-il murmuré dans son dernier souffle, tu es pire que moi. » Peut-être. Mais en cet instant, sous les voûtes effritées où des millions d'âmes anonymes reposaient en silence, je n'éprouvais qu'une paix âcre, celle d'un homme qui a enfin brisé ses chaînes. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards haussmanniens luisants sous l'averse et ses lumières tamisées des brasseries, m'avait vu naître et me voilà, transformé en bourreau dans ses entrailles les plus noires. La trahison avait commencé bien avant, dans les salons feutrés du 16e arrondissement, où les secrets se tissaient comme des toiles d'araignées dorées. Je m'appelle Alexandre Duval, avocat pénaliste de renom, ou du moins c'est ce que je croyais être avant que tout ne s'effondre. À 42 ans, j'avais gravi les échelons du barreau parisien avec une obstination qui frôlait l'obsession, défendant des causes perdues pour le simple frisson de la victoire arrachée aux griffes de la justice. Mon cabinet, niché rue de Rivoli, surplombait les Tuileries, et chaque matin, en sirotant un café noir amer, je contemplais la scène paresseuse, ignorant que sous cette surface lisse bouillonnaient les courants noirs de mon propre destin. Pierre était entré dans ma vie comme un frère d'armes, un journaliste d'investigation au Monde, charismatique, aux yeux verts perçants qui semblait toujours déceler les failles des autres. Nous avions partagé des nuits blanches à disséquer des affaires scabreuses, des verres de Bordeaux dans des caves oubliées du Marais, et même, un temps, l'amour de la même femme. Claire, cette beauté éthérée aux cheveux châtains cascadants comme une fontaine de Versailles, professeure de littérature à la Sorbonne. Tout avait basculé un soir d'automne 2018, lors d'une réception au Louvre. Les lustres de cristal diffusaient une lumière opalescente sur les invités en smoking et robe de soie, et l'air vibrait des rires fins et des murmures d'ambition inavouée. J'avais surpris Pierre et Claire dans un recoin ombragé de la salle des antiquités égyptiennes, leurs lèvres scellées dans un baiser vorace, ses mains à elle agrippant son col comme une naufragée. Le choc m'avait foudroyé, non pas par jalousie brute. J'avais toujours su que Claire naviguait entre nous comme une muse capricieuse, mais par la trahison plus profonde. Pierre, mon ami juré, avait juré fidélité à notre trio complice. C'est une erreur, avait-il plaidé plus tard, dans mon appartement haussmannien de la place des Vosges, les yeux baissés sur le parquet ciré. Alexandre, tu es comme un frère pour moi. Claire. Elle est confuse. J'avais pardonné, ou feint de le faire, car les liens du sang, même invisibles, tissent des nœuds indissolubles. Mais ce baiser n'était que le premier fil effiloché d'une tapisserie de mensonges. Les mois suivants, une ombre s'étendit sur ma carrière. Une affaire retentissante. Le meurtre d'un magnate de la finance, Jacques Lefebvre, retrouvé égorgé dans sa suite du Ritz. Les preuves pointaient vers un rival, mais Pierre, couvrant l'enquête pour son journal, m'avait supplié de prendre la défense du suspect, un jeune banquier désespéré nommé Étienne. C'est ta spécialité, les causes impossibles, avait-il insisté, son sourire carnassier illuminant le café de Flore où nous nous étions retrouvés. J'avais accepté, creusant dans les nuits interminables, exhumant des alibis bancals et des témoignages truqués. Au procès, au palais de justice de l'île de la Cité, j'avais arraché l'acquittement par un tour de passe-passe rhétorique, citant des failles dans la chaîne de custodie qui faisaient rougir les procureurs. Mais la victoire avait un goût de cendre. Des rumeurs coururent, murmurant que j'avais fabriqué des preuves, que j'avais corrompu des témoins. Mon nom, jadis synonyme d'intégrité, devint synonyme de scandale. Pierre, lui, signa un article élogieux qui masqua les fissures, mais je sentis, dans ses regards obliques, une jubilation contenue. Ce fut Claire qui, un soir d'hiver pluvieux, lâcha la première mèche du secret. Nous dînions dans une brasserie du quartier latin, les vitres embuées par la chaleur des convives, l'odeur de steak frites se mêlant à celle de son parfum de jasmin. « Alexandre, Pierre n'est pas ce qu'il semble, » murmura-t-elle, ses doigts fins triturant le bord de son verre de Sancerre. « Il a des dettes, des connexions sombres. Lefebvre, c'était lui. » Mon cœur se serra comme un étau. Pierre, impliqué dans le meurtre? L'idée était absurde, et pourtant, les pièces s'emboîtaient. Ses absences mystérieuses, ses appels chuchotés la nuit, les liasses d'argent que j'avais vues une fois dans son tiroir. J'avais gommé ces traces moi-même, sans le savoir, en défendant Étienne pour détourner l'attention. J'avais porté son crime, son fardeau, comme un bouc émissaire inconscient. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je, la voix rauque. Claire baissa les yeux, ses cils battant comme des ailes de papillon piégé.
Parce que je l'aime. Et parce que tu es trop pur pour te salir les mains. La révélation me rongeait comme un acide lent. Pierre, mon confident, était un serpent lové au creux de ma vie. Mais le coup de grâce vint des archives familiales, exhumées un après-midi gris dans la bibliothèque François Mitterrand, où les volumes reliés de cuir sentaient la poussière et les regrets. Ma mère, décédée 10 ans plus tôt d'un cancer fulgurant, avait laissé un journal intime scellé dans une boîte à chaussures oubliée au grenier de notre maison de famille à Saint-Germain-en-Laye. Les pages jaunies, écrites d'une main élégante, dépeignaient une liaison torride avec un journaliste en herbe nommé Henri Duval, mon père, que je croyais mort en mer lors d'une expédition photo en 1980. Mais non, Henri avait fui, abandonnant ma mère enceinte de moi, pour épouser une autre, une Italienne flamboyante, et engendrer Pierre 5 ans plus tard. Mon frère. Mon ennemi de sang. Les mots de ma mère, Henri m'a trahi pour ses ambitions, et son bâtard portera la marque du menteur, me transpercèrent comme des dagues. Pierre savait. Depuis notre première rencontre, il avait su, et il avait ourdi sa toile pour me détruire, me voler clair, me charger de ses péchés, tout en grimpant sur les ruines de ma réputation. La rage s'insinua en moi comme un vin capiteux, altérant mes veines. Je commençai à surveiller Pierre, filant ses pas dans les ruelles pavées du 5e arrondissement, notant ses rendez-vous avec des ombres louches dans des bars enfumés de Belleville. Il trempait dans un réseau de corruption, vendant des scoops falsifiés à des oligarques russes, finançant ses addictions au jeu et à la cocaïne. Claire, ma Claire, était son alibi, son bouclier de chair et de mensonges. Un soir, je la confrontai dans notre ancien appartement du Marais, les murs tapissés de livres jaunis et de souvenirs fanés. « Tu savais pour le sang qui nous lie » hurlai-je, brandissant les pages du journal. Elle pâlit, ses lèvres tremblant. « Oui. Et j'ai choisi de te protéger en te taisant. Pierre est un monstre, mais toi est la lumière qui l'envie. » Ces mots étaient un baume empoisonné. Elle pleurait, mais refusait de le quitter, invoquant un amour tordu, une dépendance qu'elle ne pouvait briser. « Laisse-moi le détruire, » suppliai-je. « Non, » répondit-elle, les yeux fous. « Ça te détruirait toi aussi. » Mais c'était déjà trop tard. La vengeance avait planté ses crocs. Les nuits suivantes furent un tourbillon de plans machiavéliques, où Paris se muait en un échiquier géant sous mes pas solitaires. Je marchais le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des spectres moqueurs, ourdissant ma toile. Pierre devait payer, non par un meurtre brutal qui m'enverrait droit aux assises, mais par une chute lente, humiliante, qui le dépouillerait de tout, sa carrière, son amour, sa fierté. J'utilisais mes contacts au barreau pour infiltrer ses sources, soudoyant un hacker freelance dans un cybercafé sordide de Pigalle. Les dossiers numériques affluèrent, emails codés révélant ses pots de vin, photos compromettantes avec des putes russes dans des motels de banlieue, et même un enregistrement audio où il se vantait d'avoir fait porter le chapeau à ce crétin d'Alexandre pour Lefebvre. Chaque découverte était une lame dans mon cœur, mais aussi un carburant pour la machine infernale que je construisais. Claire devint le pivot de mon dilemme. Je la voyais en secret, dans des hôtels discrets du 7e arrondissement, où les draps de lin froissé portaient l'odeur de nos étreintes désespérées. « Aide-moi à le briser », la pressais-je, mes mains caressant ses courbes familières comme pour raviver un feu mourant. Elle hésitait, ses yeux verts, héritage de pierre, ironie cruelle, voilée de larmes. « Et si on fuyait, toi et moi, en Provence, loin de cette folie ?» La tentation me submergea. J'imaginais des jours paresseux sous les oliviers de Gordes, le chant des cigales effaçant les échos de la trahison. Mais non. La vengeance était une amante jalouse, possessive, qui ne tolérait pas les distractions. « Il a volé notre vie », répliquai-je, et elle céda, me livrant un mot de passe à son ordinateur. Là, je trouvais les lettres d'amour qu'elle lui écrivait, des mots enflammés qui me lacéraient. « Mon Pierre, tu es le feu qui consume mes peurs, même si Alexandre est la braise éternelle. » Elle jouait sur 2 tableaux, cette sorcière, et cela ne fit qu'attiser ma détermination. Le premier coup porta lors d'une soirée mondaine au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Pierre, rayonnant en costume sur mesure, paradé parmi les élites, son dernier article sur un scandale politique à la une du Monde. J'avais glissé l'enregistrement audio à un confrère jaloux, un procureur adjoint aux dents longues nommé Laurent. À minuit, alors que les coupes de champagne pétillaient, un journaliste anonyme, moi, sous pseudonyme, balança le fichier sur un forum en ligne. Les sirènes hurlèrent bientôt. Police, flash des paparazzis, Pierre traînait menottes au poignet vers une fourgonnette noire. C'est une erreur. Alexandre, bordel, aide-moi, cria-t-il en passant près de moi, son visage déformé par la panique. Je feignis la stupeur, murmurant des condoléances hypocrites, tandis que mon cœur exultait en silence. Les journaux titrèrent « Le journaliste star du monde impliqué dans corruption russe » et sa réputation s'effrita comme du plâtre sec. Mais Pierre était un caméléon,
un maître de la volte-face. Libéré sous caution, grâce à des avocats plus véreux que moi, il contre-attaqua avec une virulence qui me désarçonna. Une semaine plus tard, mon cabinet fut perquisitionné. Des flics en civil, menés par un inspecteur au regard d'acier, fouillèrent mes tiroirs, saisissant des dossiers marqués de mon sceau. L'accusation? Fabrication de preuves dans l'affaire Lefebvre, avec des preuves irréfutables. Des emails falsifiés portant ma signature numérique, des témoignages rétractés sous serment. Pierre avait retourné la table, semant des miettes numériques pour me désigner comme le grand manipulateur. Au palais de justice, lors de l'audience préliminaire, il témoigna contre moi, les yeux larmoyants, feignant la douleur fraternelle. Alexandre est comme un frère pour moi, mais il a franchi la ligne. Pour Claire, pour l'argent. Il a tout sacrifié. Le public, ces hyènes de la presse, se repaissait du drame. Frères de cœur déchirés par l'ambition, hurlaient les unes de Libération. Claire, témoin clé, choisit son camp dans un twist qui me brisa. Appelée à la barre, elle hésita, sa voix chevrotant sous les néons crus. Alexandre m'a supplié de mentir, de couvrir ses mensonges, déclara-t-elle, les mots tombant comme des pierres dans un puits. Mensonge. Elle savait la vérité, avait vu les dossiers de Pierre de ses propres yeux. Mais l'amour ou la peur l'avaient ligoté à lui. Je la fixais, incrédule, tandis que le juge ordonnait ma détention provisoire. Emmené en fourgon vers la maison d'arrêt de la santé, les barreaux de fer se refermant sur moi comme une gueule béante, je compris. La trahison n'était pas seulement celle de Pierre, mais un venin partagé, une malédiction familiale qui nous rongeait tous. Dans ma cellule exiguë, puant l'urine et le désespoir, je jurais sur les ombres de nos ancêtres. Il paierait de sa vie, et Claire assisterait au spectacle. La détention fut un purgatoire calculé pour l'âme. Les jours se fondaient en une bouillie grise, rythmée par les claquements des portes blindées et les murmures des codétenus, voleurs à la petite semaine, trafiquants endurcis qui me toisaient avec un mélange de pitié et de mépris. L'avocat qui s'est fait pincer, hein? La roue tourne, ricana un Algérien tatoué, partageant son mégot de shit illicite. J'appris à survivre, forgeant des alliances précaires, défendant leur cause perdue lors d'entretiens avec les matons. Mais intérieurement, je sculptais mon plan final, une évasion légale d'abord, puis une confrontation physique. Mon avocat commis d'office, un genou nerveux du nom de Thibault, creusa dans les failles. Les emails sont trafiqués, monsieur Duval. L'IP pointe vers un serveur proxy à l'étranger. Bientôt, les charges s'effritèrent. Pierre avait été trop pressé, laissant des traces numériques maladroites. Libéré après 3 mois, je sortis dans la cour de la santé sous un ciel bas de plomb, l'air libre me giflant comme une amante revenue. Paris m'accueillit en paria. Mon cabinet fermé, mes amis évaporés, je louai une chambre de bonne sous les toits de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur moqueur. Claire m'évita, ses appels aboutissant à des messageries impersonnelles. Pierre, lui, paradait de nouveau, réhabilité par un article larmoyant où il pleurait la manipulation d'un frère égaré. Frère. Le mot me brûlait désormais comme de l'acide. Je le pistais, apprenant ses routines, matin au jogging le long du canal Saint-Martin, après-midi au café de Flore à dicter ses chroniques, nuit dans un loft de Bastille avec Claire, leur rire filtrant à travers les murs minces. La vengeance culmina lors d'une exposition au Centre Pompidou, où Pierre lançait son nouveau livre, Les ombres de la vérité, un pamphlet hypocrite sur la corruption médiatique. La salle bruissait d'intellectuels bedonnants et de critiques snobs, l'air saturé d'odeurs de fromage fin et de vin rouge. Je m'infiltrai incognito, un faux nez et une perruque châtain foncé masquant mes traits, glissant parmi la foule comme un fantôme vengeur. Pierre, au centre de l'estrade, sa voix suave résonnant sous les poutrelles industrielles, dissertait sur la quête de vérité dans un monde de mensonges. Ironie suprême. Claire se tenait à ses côtés, rayonnante en robe rouge sang, sa main posée possessivement sur son bras. Nos regards se croisèrent un instant. Le sien vacilla, chargé de regrets muets, mais elle détourna les yeux, s'accrochant à lui comme à une bouée pourrie. La rage bouillonna en moi, un volcan prêt à cracher sa lave. Lors de la séance de dédicace, je m'approchai, un exemplaire neuf à la main. « À mon frère », murmurai-je en tendant le livre, ma voix déguisée en accent provençal. Il leva les yeux, surpris, puis son sourire se figea en une grimace de terreur pure. « Alexandre »« Que » balbutia-t-il, mais je pressai un doigt sur mes lèvres, glissant une enveloppe Kraft dans la couverture. Dedans, des photos de lui avec ses contacts russes, des relevés bancaires irréfutables, et une note « Ce soir, minuit, catacombe. Où tout Paris saura. » Il vint, bien sûr, se lâche masqué d'arrogance. Les catacombes, accessibles par une entrée discrète près du cimetière de Montparnasse, nous engloutirent dans leur labyrinthe humide. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre remuée et d'os séchés,
les murs tapissés de crânes empilés en motifs macabres, comme une cathédrale gothique profanée. Pierre émergea de l'ombre, lanterne à la main, son visage pâle éclairé par la flamme vacillante. « Qu'est-ce que tu veux, Alex? De l'argent? Claire. » Sa voix tremblait, mais ses yeux verts scintillaient d'une ruse familière. Je sortis un pistolet, volé à un codétenu lors de ma détention, le canon froid contre ma paume moite. « La vérité est à mort. » Il rit, un son creux qui rebondit sur les voûtes. « La vérité? Tu veux savoir pourquoi j'ai tout fait? Parce que tu es le préféré, le fils légitime, l'avocat brillant. Mère t'a tout laissé, et moi, le bâtard, j'ai dû gratter les restes. » Lefebvre? Il menaçait de révéler notre lien, de ruiner ma carrière. Tu as porté le chapeau si facilement. Mon frère idéal. Ces mots étaient des gifles, chacune ravivant les braises de notre enfance volée. Il avoua tout, la liaison de notre père, les lettres qu'il avait brûlées pour effacer les traces, le meurtre de Lefebvre pour un chantage qui menaçait son empire de mensonges. Et Claire? Elle était à toi d'abord, mais je l'ai prise pour te briser. Une nausée me submergea. J'appuyai sur la détente, mais le coup partit à côté, ricochant sur un fémur ancien dans un éclat d'étincelles. Pierre bondit, nous luttâmes dans la poussière millénaire, ses ongles griffant mon visage, mes poings martelant son torse. Tu ne me tueras pas. Claire m'aime plus que toi. Cracha-t-il, son haleine fétide contre mon oreille. Nous roulâmes au sol, entremêlés comme des frères siamois maudits, jusqu'à ce que ma main trouve une pierre anguleuse, un tesson d'os poli par les siècles. Le coup fut net, son crâne s'ouvrant comme un fruit trop mûr, le sang chaud giclant sur mes vêtements. Mais le destin, ce farceur cruel, intervint sous la forme d'un témoin inattendu. Claire. Elle avait suivi Pierre, soupçonnant un piège, et surgit des ténèbres, sa silhouette frêle encadrée par la lueur de sa propre lampe torche. Alexandre. Mon Dieu, murmura-t-elle, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes. Son regard passa du corps inerte à moi, couvert de sang, et une horreur viscérale la tordit. Tu l'as tué. Pour moi. Je me redressai, haletant, le pistolet pendant mollement. Pour nous. Il nous a volés, Claire. Rejoins-moi. Elle recula, les larmes creusant des sillons sur ses joues. Non. Tu es devenu comme lui. Pierre. Je t'aimais, Alexandre, mais ça. Sa voix se brisa, et elle tourna les talons, fuyant vers la sortie, ses pas échos affolés dans le tunnel. Je la poursuivis un instant, mais le poids de Pierre manquera. Trahir, tuer, et perdre l'amour une seconde fois. La boucle était bouclée. Les jours suivants furent un brouillard de paranoïa. Je cachai le corps plus profond, dans une niche oubliée des ossuaires, recouvrant le tout de gravats et de poussière. Paris bruissait de rumeurs. Pierre porté disparu, son loft sens dessus-dessous, Claire effondrée en interview larmoyante à la télé, invoquant un enlèvement par des rivaux russes. La police fouilla, mais les catacombes étaient un tombeau vorace, avalant les secrets comme elles avalaient les vivants égarés. Moi, je repris ma vie en surface, un fantôme parmi les ombres, fréquentant les bistrots anonymes de la Goutte d'Or, où les immigrés partagent des tagines épicées et des histoires de vengeance. Mais la culpabilité rongeait, un ver dans la pomme. Étais-je le héros de ma propre tragédie, ou le monstre que Pierre avait toujours vu en moi? Claire m'écrivit une lettre, postée de Provence. Je t'ai protégé une fois, en te gavant de mensonges pour te garder pur. Maintenant, tu es souillé. Adieu. Les mots me hantèrent, un poison lent. Le scandale éclata lors d'une perquisition surprise à mon appartement. Un témoin anonyme, Claire, sans doute, rongé par la conscience, avait glissé un indice. Une mèche de cheveux de Pierre trouvée dans ma poubelle. Les flics défoncèrent la porte à l'aube, leurs bottes claquant sur le parquet usé. Alexandre Duval, pour meurtre au premier degré. Les menottes mordirent mes poignets, et tandis qu'on m'embarquait sous le regard curieux des voisins, je vis la scène scintiller au loin, indifférente. Au commissariat du 36 quai des Orfèvres, l'interrogatoire fut un balai de silence et de regards accusateurs. L'inspecteur, un vieux briscard nommé Moreau, alluma une gauloise malgré l'interdiction, son nuage de fumée voilant son visage buriné. « Votre frère, hein? Drôle de famille. Il a avoué sur son lit de mort. » Je ris, un son amer. Il n'a rien avoué. C'était de la légitime défense. Mensonge pur. Les preuves s'empilaient. ADN, traces de lutte, et le témoignage de Claire, qui avait craqué sous la pression, décrivant la scène avec une précision glaçante. Le procès fut un cirque médiatique, un opéra tragique se jouant sous les dorures du palais de justice. Les bancs du public débordaient de journalistes, de badauds titillés par le sordide, et même de quelques intellos de la rive gauche venus disséquer la tragédie des frères ennemis. Mon avocat, Thibault,
maintenant aguerri, plaida la passion, invoquant la trahison comme circonstance atténuante. Monsieur Duval a été manipulé, trahi par le sang même qui coulait dans ses veines. Tonnatait-il, agitant les pages du journal de ma mère comme un étendard. Pierre fut dépeint post-mortem comme un saint repenti, ses articles cités pour leur bravoure journalistique, occultant ses magouilles. Claire, témoin vedette, entra en scène vêtue de noir, une veuve éplorée qui arracha des sanglots à la galerie. Pierre était mon roc, Alexandre mon ombre. Il m'a supplié de mentir pour le sauver, mais l'amour m'a trahi. Ses yeux évitèrent les miens, fixés sur un point invisible, et je sentis le jury basculer. Femme compatissante pour elle, homme dubitatif pour moi. Les débats firent rage dans les dîners parisiens. Libération titra « Fratricide » ou « Justice poétique », tandis que le Figaro fulminait contre l'avocat devenu assassin. Les féministes chiaient sur Claire, l'accusant de complicité passive. Les conservateurs me voyaient comme un justicier déchu. Moi, dans la cage de verre du box des accusés, je ruminais les twists de notre saga. Comment Pierre avait semé les graines de sa propre chute en me gavant de secrets, comment Claire avait dansé entre deux feux jusqu'à se brûler les ailes. Le procureur, une femme acérée nommée Duval, ironie du sort, requit la perpétuité, dépeignant mon acte comme un calcul froid. Pas de passion ici, mesdames et messieurs, mais une vengeance préméditée, indigne d'un homme de loi. Thibault contre-attaqua avec les preuves de corruption de Pierre, forçant l'aveu que j'avais nettoyé ses crimes par ignorance. Le jury délibéra 3 jours, sous une pluie battante qui noyait Paris dans un deuil liquide. Le verdict tomba comme un coup près, coupable, mais avec circonstances atténuantes. 20 ans, révocable sous condition. La salle explosa en murmures. Claire s'effondra en pleurs, mi-soulagement, mi-désespoir, tandis que je maintenais un masque de pierre. En cellule, attendant le transfert à Fleury-Mérogis, je reçus une visite surprise. Ma tante, sœur de ma mère, une vieille bourgeoise de Neuilly aux perles impeccables. « Ton père, Henri, vit encore », murmura-t-elle, ses lèvres pincées. « En Toscane, avec sa seconde famille. Il sait pour Pierre. Et pour toi. » Le twist final, un uppercut au plexus. Notre géniteur, ce fantôme, avait financé les frasques de Pierre pour expier ses fautes, ignorant que cela menait à notre affrontement fratricide. « Il veut te voir », ajouta-t-elle. « Refuser » Accepter? La question hantait mes nuits, un dilemme qui divisait même mes rêves. Libéré sous bracelet électronique après 5 ans, grâce à des appels en grâce et à un livre confession qui fit scandale, je débarquai en Provence, dans un mas isolé près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande ondulaient comme une mer violette. Paris était un souvenir empoisonné, ses boulevards hantés par les échos de la trahison. Claire m'écrivit une dernière fois « J'attends un enfant de Pierre. C'est la seule lumière dans cette obscurité. Pardonne-moi. » Un neveu, fruit du monstre. La nouvelle me terrassa, mi-joie mi-nausée. Allais-je le haïr, ou l'aimer comme un pont vers le passé? Les jours s'écoulèrent en routine monotone. Vendanges solitaires, lecture de Camus sous les platanes centenaires, et des cauchemars où Pierre ricanait des catacombes. Le face-à-face avec Henri survint un automne doré, sous les cyprès tordus d'un vignoble toscan. Il était vieilli, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux verts, nos yeux creusés par les remords. « Fils, dit-il d'une voix chevrotante, un verre de Chianti à la main. J'ai tout gâché. Pierre était ma rédemption ratée. » Nous parlâmes des heures, déterrant les os de notre histoire. Sa fuite pour une carrière, l'abandon de ma mère, l'échec secret à Pierre pour apaiser sa conscience. « Tu as vengé ce que je n'ai pas pu, » conclut-il, une larme perlant. Mais la réconciliation était aigre. Il offrit de l'argent, que je refusai. « Garde-le pour l'enfant de Pierre, » répliquai-je, et je partis, le cœur plus lourd qu'avant. De retour en Provence, je devins un reclus, écrivant des mémoires qui ne verraient jamais le jour, observant les saisons tourner comme un métronome impitoyable. Claire naquit son fils, ou sa fille, et m'envoya une photo, un bébé aux yeux verts, innocent, un tabula rasa. La vengeance, cette maîtresse vorace, m'avait tout pris, mon frère, mon amour, ma liberté. Mais dans le twist final, elle m'avait rendu à moi-même, un homme brisé mais entier, contemplant les Alpilles au crépuscule. Étais-je un héros tragique, ou un criminel repenti? Les lecteurs de ma vie, vous, peut-être, choisirez votre camp. Pour moi, sous le ciel provençal indifférent, il n'y avait plus de masque. Seulement la vérité nue, huâme et impitoyable. Pourtant, la boucle ne se ferma pas si facilement. Des mois après ma libération, un paquet anonyme arriva au mas, une clé USB et une lettre tapée à la machine. La vérité complète, pour que tu dormes en paix. Oh, une amie. Intrigué, je branchai l'appareil sur mon vieil ordinateur, le cœur battant. Les fichiers défilèrent,
vidéos granuleuses de Pierre en réunion avec des Russes, mais aussi Claire, en conversation téléphonique avec un avocat inconnu. Oui, j'ai tout orchestré. Pierre était faible, Alexandre trop droit. J'ai poussé les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent. Mon sang se glaça. Elle, la muse innocente, la victime éplorée. Les enregistrements montraient ses mains fines pianotant des emails falsifiés, sa voix douce commandant le hacker qui avait piégé Pierre et moi. Le mobile, héritage. Ma mère avait légué non seulement la maison de Saint-Germain, mais un coffre-fort à la banque, contenant des bijoux de famille et des actions en or noir, valuées à des millions. Pierre le savait, il m'avait saboté pour les accaparer. Mais Claire, au clair, avait tout su dès le début. Le journal intime, le lien fraternel, les crimes. Elle avait attisé la rivalité, jouant les pleureuses pour hériter de tout, veuve éplorée avec un enfant comme atout. Le twist ultime me frappa comme un raz-de-marée. J'avais vengé un fantôme, tué pour une marionnettiste qui tirait les ficelles dans l'ombre. Rage revint, plus noire, plus calculée. Je volai une voiture à Marseille, une Peugeot cabossée volée dans un parking souterrain, et filai vers Paris sous la nuit étoilée. La capitale m'accueillit en traître, ses néons clignotant comme des yeux moqueurs. Claire vivait désormais dans un appartement cossu du 8e, près de l'Étoile, financé par l'héritage de Pierre. Je l'attendis dans l'ombre d'un Porsche, masqué d'un chapeau melon et d'un foulard, observant ses allées et venues, course chez Fauchon, promenade avec le landau, son visage serein irradiant une fausse béatitude. L'enfant gazouillait, inconscient du venin qui coulait dans ses veines. La confrontation eut lieu une nuit de pleine lune, alors qu'elle rentrait d'un vernissage au Grand Palais. Je surgis de l'allée, la plaquant contre le mur de pierre humide. Claire, sifflai-je, mon couteau, souvenir des catacombes, pressé contre sa gorge pâle. Ses yeux s'écarquillèrent, non de peur, mais d'une reconnaissance lasse. Alexandre, tu as découvert. Pas de déni, seulement un sourire triste, presque maternel. Pourquoi? Demandai-je, la lame entaillant sa peau en une perle de sang. Elle soupira, caressant le landau d'un geste absent. Parce que l'amour est une illusion, et l'argent la seule réalité. Pierre était un outil, toi un bouc émissaire. J'ai tout perdu maintenant. Sauf lui. L'enfant pleura, un vagissement strident qui transperça la nuit. En cet instant, le monde bascula. Tuerais-je la mère devant l'innocent? La vengeance, cette hydre, hésita pour la première fois. Je reculai, le couteau tombant de ma main engourdi. Garde l'héritage, crachai-je. Mais sache que ton masque est brisé, comme le mien. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement. Et toi, Alexandre, es-tu libre? La question resta suspendue tandis que je m'évanouissais dans la brume parisienne, élant un taxi pour la gare de Lyon. Le train pour le sud filait comme un serpent d'acier, emportant mes démons vers l'oubli. De retour au mas, je brûlais la clé USB dans un brasero, les flammes dansant comme des diables rieurs. L'enfant de Pierre, mon neveu, grandirait sans savoir, ou peut-être avec des histoires édulcorées de tantes bienveillantes. Claire, elle vendit l'appartement, disparut en Suisse, veuve riche et veuve de remords. Aujourd'hui, à 47 ans, je cultive mes vignes en silence, le soleil couchant peignant les collines en or liquide. La Provence guérit, avec ses marchés provençaux bruissants d'accents chantants, ses festins de ratatouille et de rosé frais. Mais les nuits apportent les ombres. Pierre gisant dans les catacombes, Claire dansant sa valse de mensonges, notre père sirotant son Chianti en Toscane. Ai-je gagné? La justice, cette putain capricieuse, m'a laissé en vie. Mais à quel prix? Les lecteurs de cette confession, si elle voit un jour le jour, se diviseront. Certains me verront comme un vengeur shakespearien, d'autres comme un fou criminel. Pour moi, il n'y a plus de camp. Seulement l'âcre saveur de la liberté achetée au sang, et le murmure éternel du Mistral qui emporte les secrets vers la mer. Dans ce dénouement ambigu, est-ce une fin heureuse, avec la paix rurale comme récompense? Ou une bique à CH, un exil intérieur où la trahison résonne encore? À vous de juger, cher fantôme de Paris. Le masque est brisé. Ce qui reste est nu, vulnérable, humain.